Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Carré, je suis le président de l'Institut G9+. C'est une association qui fédère plus de 20 clubs numériques des grandes écoles et universités françaises. Il y a des écoles d'ingénieurs, comme les écoles des mines ou l'ENSET, des écoles de management comme la Grenoble École Management et le SCP. Il y a aussi l'IEE Paris, comme l'on peut citer, et Sciences Po. Le G9+, nous voulons être un think tank pluriel par sa composition, comme vous l'avez vu, et aussi par sa ligne éditoriale, qui est au service de la communauté du numérique en France, en Europe, et on veut à l'international, avec nos 2 premiers chapitres en Tunisie et au Canada. Nous sommes soutenus par des mécènes comme Salesforce, que je remercie pour leur aide à l'organisation de manifestations sur des thématiques toujours très originales et intéressantes, et que vous pouvez nous suivre. Et soit par les clubs numériques auxquels vous êtes affiliés, comme Minigital par exemple, soit vous abonnant à notre newsletter sur le site g9plus.org. Je pense que beaucoup d'entre vous maintenant le connaissent. Nous organisons des manifestations comme celle-ci, maintenant de plus en plus des webinaires plutôt que des manifestations en live. Hier, on était avec les Centraliens et Olivier Azrati dans un restaurant, ça s'est très bien passé. Donc, on espère qu'on pourra en faire d'autres comme ça aussi. Et nous ne faisons pas que ça. Nous publions des livres, soit des livres blancs qui sont disponibles sur le site, soit des livres qui sont publiés, comme ce livre-là qui est publié en 2019, le livre Le futur du travail, que vous traitez dans toutes les bonnes librairies, surtout sur la FNAC et Amazon. Et au mois d'octobre, nous publierons un prochain livre sur digital et transition environnementale. Et ce livre ne sera pas qu'un livre, il sera suivi par la mise en place d'une convention d'engagement volontaire du numérique avec l'aide de l'Institut numérique responsable. Vous voyez, nous ne sommes pas qu'un think tank, nous sommes un do tank. Et je peux citer également une autre initiative lancée en 2019 à la suite de la rencontre annuelle, qui est l'association European Champions Alliance, qui fait la promotion de champions numériques européens. Donc, nous, les activités du G9+, sont structurées en 3 grands cycles qui intègrent plus ou moins ces productions. Nous avons un cycle prospective des industries du numérique en France qui est animé par Nicolas Martinez-Dubost. Et ce cycle a pour vocation d'organiser des débats de fond sur l'avenir et les opportunités des grands secteurs industriels du numérique. Donc, soit on s'intéresse à l'avenir de l'ESN, tous les 5 ans, on dit comment seront les ESN dans 5 ans, ou sur une verticale comme l'automobile ou la santé. Nous avons un cycle Women and Digital qui est animé par Sarah Yarmor-Hamadi et Claudine Schmuck. Ce cycle-là organise sa prochaine conférence sur un thème voisin de celui d'aujourd'hui, qui est les métiers du numérique. Où sont les femmes? Quelles actions? C'est le 13 octobre en fin d'après-midi. Vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire sur le site du G9+, et consulter le panel d'intervenants et d'intervenantes très prestigieux. Et je vais finir par ça, presque 4 minutes, cycle TIC et ressources humaines que vous présente Frédéric Lowe, qui est son animateur. Bonjour à tous, merci Didier. Effectivement, je suis responsable du cycle RH du G9+, et organisateur de cette conférence qui s'organise de manière un peu non conventionnelle en raison de la crise sanitaire qui n'en finit pas. En effet, cette conférence a été prévue en mars et il nous a paru important de ne pas annuler une conférence sur ce sujet, d'autant plus actuel puisque le numérique a été l'un des piliers qui a permis au printemps à des milliers de personnes de continuer leur activité en télétravail. Et de ce fait, l'image du numérique s'est vue transformée. Plus visible, on peut penser que cela participe à une meilleure compréhension des outils et usages numériques et, par voie de conséquence, une plus grande attractivité qui, je l'espère, attirera dans les mois à venir de plus en plus de talents dans les écoles, dans les universités, mais aussi dans les organismes de formation, incitant de nombreuses personnes en recherche d'emploi ou souhaitant évoluer à se reconvertir dans cette filière. Vous voyez, je suis en train d'arriver petit à petit à notre sujet de la reconversion. Néanmoins, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite préciser que l'Institut G9+, est associé avec l'un de ses partenaires les plus concernés, le groupe Salesforce, que je remercie, et que les bénéfices iront aussi à Emmaüs Connect. Je rappelle également que cette conférence un peu atypique se déroulera en 2 temps. Une première partie de ce jour qui
par des témoignages d'acteurs de l'écosystème digital, mais aussi avec des retours d'expérience personnelle, exposera le contexte et illustrera concrètement la problématique de la reconversion au numérique. Et une seconde partie qui se déroulera le 1er octobre, la semaine prochaine donc, à la même heure, 11 heures midi. Elle sera le moment d'un échange entre plusieurs personnalités représentant les écoles, les organismes de formation, mais aussi des organisations qui ont mis en place des plans de reconversion pour répondre à leurs besoins. Il s'agira d'une table ronde virtuelle. Je vous indique aussi que vous trouverez sur votre écran un emplacement pour les Q&A, les questions et réponses. Questionnements, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je tâcherai, en fonction du temps qui nous restera, de poser à nos invités en fin de conférence les questions que vous nous aurez envoyées. Ces dernières années, la pénurie de compétences observée dans un grand nombre de segments du secteur du numérique a constitué un frein majeur à la transformation digitale de l'économie et de la société. L'impact de la crise sanitaire a accéléré ce mouvement et la situation post-Covid contraint les entreprises à se transformer à marche forcée pour survivre et gagner en compétitivité. Et dans ce contexte improbable et inopiné, les filières traditionnelles de formation apparaissent insuffisantes, les besoins de reconversion deviennent massifs et de plus en plus d'acteurs privés se retournent alors vers des solutions de reconversion professionnelle. Pour poser les bases de cette problématique et son contexte, j'ai le plaisir d'inviter Véronique Marimon, Chief of Staff chez Salesforce, à nous donner son avis, sa vision, mais aussi de nous présenter les initiatives que Salesforce a mises en œuvre pour répondre à cette problématique. Bonjour Véronique, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui autour de cette thématique qui me tient personnellement à cœur. Donc je vais me présenter rapidement. Je travaille depuis 16 ans dans la tech, mais honnêtement, je crois que j'ai jamais fait référence en fait dans le passé à la tech quand je me présentais. J'ai passé d'abord 7 ans dans une enseigne française de grande distribution chez Intermarché. J'ai passé 11 ans chez un pionnier de la gestion du capital humain, chez ADP, une société américaine. Et puis, il y a 9 ans, j'ai rejoint Salesforce. Alors, donc oui, finalement, ça fait bien 16 ans chez 2 éditeurs de logiciels, 100% cloud, et où, en fait, j'ai exercé des rôles très divers sur le S-marketing, l'administration des ventes, la génération de leads, Customer Success Manager et même RH. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis Chief of Staff, rattaché à la direction générale de Salesforce et en charge de projets stratégiques transverses. Et l'un d'entre eux, nous allons en parler plus avant, je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui, l'un d'entre eux s'appelle le programme Salesforce France Talent. Merci Véronique. Et alors, quel contexte brossez-vous de l'économie numérique en termes d'emploi ? Alors, donc immédiatement on entend parler de pénurie de compétences. Et effectivement, la pénurie de compétences qui est observée aujourd'hui dans le secteur du numérique, c'est pour nous un enjeu majeur. Alors, c'est une opportunité parce qu'on croit que finalement c'est l'entreprise qui est porteuse de ce changement, qui donc doit être actrice. Ce sont les entreprises qui doivent être actrices de ce changement, et c'est aussi de cette façon-là qu'on imagine avoir un impact sur notre communauté. Et ce en quoi je crois, c'est que les compétences numériques, elles permettent finalement aux individus de prendre en main leur carrière, leur trajectoire, de s'approprier toutes ces technologies nouvelles et de devenir donc finalement eux-mêmes, chacun acteur du changement dans les entreprises ou peut-être en créant sa propre entreprise. Donc l'enjeu, c'est quand même d'équiper finalement les individus pour inventer un peu ce monde de demain. Donc évidemment, pour les équiper, l'éducation et la formation numérique, donc sont clés aujourd'hui dans le cadre de la 4e révolution industrielle. On sait que c'est des moteurs essentiels de l'économie. C'est un moteur pour le développement du numérique en France dont on a besoin. C'est également un moteur de lutte contre le chômage, et c'est aussi un accélérateur de l'ascenseur social. On en reparlera un petit peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'emploi il est plus que jamais au cœur
de nos préoccupations. Cette crise liée à la pandémie actuelle, elle nous amène à renforcer nombreuses réflexions. Vous avez montré, Didier, partager le livre que vous venez d'écrire, hein, mais des réflexions sur le rôle social du travail aussi, sur le sens, sur l'utilité de notre métier, et tout ça dans un contexte d'incertitude du marché de l'emploi. Donc l'utilisation croissante des technologies aujourd'hui, avec de plus en plus de consommateurs en ligne, et encore plus après cette crise sanitaire. Donc finalement, le digital, c'est une formidable opportunité de se développer, mais le digital reste un enjeu majeur pour les entreprises. Alors, Salesforce on a interrogé 20 000 personnes au mois de juin. On a lancé une étude qui s'appelle le Global Survey. On a lancé une étude dans une dizaine de pays, dont en France. Et en France, on a interrogé 2000 personnes. Et cette étude, elle révèle le sentiment des Français face aux changements qui ont été engendrés par la crise sanitaire. Et l'un des points que l'on voit sur ce slide, qui concerne les compétences en France et dans le monde, on voit que celle qui ressort en besoin numéro 1 demandé attendu par les entreprises, c'est la capacité d'adaptation. Ce qu'on voit comme adaptability sur ce slide, qui apparaît quasiment pour tous les pays comme étant une des premières compétences demandées par les entreprises. Mais vous nous parlez là de compétences, et comment recommandez-vous aux entreprises de recruter par les compétences? Alors, je pense qu'il y a d'abord une première chose qui est très importante quand on recrute, et ce qu'on fait en tout cas, c'est que peut-être, je ne sais pas si c'est avant, mais c'est déjà de se concentrer aussi sur les valeurs. Et les valeurs sont très importantes dans notre processus de recrutement. Et effectivement, tout de suite après, on a une focalisation sur les compétences, et je dirais les compétences plus que les traits de personnalité ou l'expérience passée. Et en fait, on s'est rendu compte, je crois qu'il y a 3-4 ans chez Salesforce, on avait un parti pris peut-être, qui était de dire quand dans notre organisation, pour rentrer chez nous, il faut avoir une expérience du logiciel d'entreprise. Et donc voilà, on recherchait des personnes qui avaient l'expérience du logiciel d'entreprise. Et au moment où on voulait élargir ce bassin de candidats, on s'est dit on va amener une étude, une analyse pour savoir finalement nos collaborateurs performants aujourd'hui, quelle était leur expérience passée. Et de façon alors surprenante, mais en fait pas si surprenante que ça, on peut le dire aujourd'hui, mais les plus performants, à 40%, ils ne provenaient pas d'une expérience de logiciel en entreprise. Et donc du coup, c'est cette découverte notamment, cette étude qui a permis de mettre l'accent encore plus sur les compétences, et ça répond aussi à un besoin de dire j'ai besoin d'élargir mon pool en fait de candidats, et du coup de créer derrière un processus réfléchi et standardisé qui va du coup axer sur les attributs de réussite pour un poste. Et donc voilà. Et donc là, on parle vraiment de compétences, et du coup que vous soyez, que vous cherchiez à postuler pour un poste de solution engineer ou d'account manager, que ce soit à Paris ou à San Francisco, ce qu'on va évaluer, c'est ces attributs de réussite plutôt que les traits de personnalité ou l'expérience passée. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et si je reviens un petit peu au contexte numérique d'aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui avec la crise, c'est quand même une forte accélération des investissements des entreprises en France dans tout ce qui est le e-commerce, l'engagement marketing ou le fit service. Et le manque de compétences et de familiarisation aussi aux outils digitaux, c'est ça le frein finalement à la transformation digitale, et c'est ça
qu'on essaye de lever. Aujourd'hui, il y a 2/3 des entreprises sont confrontées à une pénurie de compétences numériques. 2/3 des entreprises confrontées à une pénurie de compétences, et plus ce qu'on a aussi, c'est que plus d'1/4 des entreprises finalement mettent entre 3 et 6 mois pour recruter un expert, notamment sur des profils comme l'expertise en cycle de vie des applications ou en management de projet. Donc, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que la filière du numérique est en croissance. Et puis, la mauvaise, c'est quand même qu'elle peine à recruter les profils indispensables à cette croissance, en fait. Je comprends bien, mais en quoi ce besoin en compétences est une opportunité pour des talents qui sont issus de parcours atypiques et qui n'auraient pas automatiquement leur chance ailleurs? Alors, je crois que la diversité, hein, tout simplement, c'est un enjeu majeur. Alors, aujourd'hui, hein, et c'est un enjeu qui est de plus en plus critique. Les effectifs féminins, il y a une étude là de GenderScan qui nous dit que les effectifs féminins ont baissé ces 5 dernières années, hein, par exemple, dans le secteur des hautes techno en France, alors que c'est pas ce qu'on observe au niveau européen. En France, le numérique emploie moins de 28% de femmes, alors que c'est 48% dans le reste de l'économie. Alors les chiffres peuvent varier. Si on regarde des chiffres Forbes, il y a encore moins de femmes que ça. Donc, je pense que nos sources peuvent être variées, mais enfin, la tendance, elle est claire. Et ça, c'est un problème. Si on veut que la société numérique elle soit juste, elle soit inclusive, il faut qu'elle soit pensée par des équipes qui soient aussi mixtes que possible, qui comprennent, qui soient le reflet de notre communauté, hein, tout simplement, de la communauté dans laquelle nous vivons, et donc qui comprennent toutes les diversités, toutes les minorités peut-être. Donc, et on sait en plus que une équipe mixte, de toute façon, est généralement plus performante. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que donc on a un rôle à jouer en tant qu'entreprise et on a une opportunité là d'avoir un impact sociétal. Hein. Voilà, et cet impact, il dépasse évidemment le champ de notre technologie, il dépasse le champ de notre entreprise. Hein. C'est la Salesforce Economy. Et donc voilà, tous les sujets dont on parle aujourd'hui de formation, de reconversion, d'amélioration des compétences, de montée en compétences, c'est vraiment des enjeux majeurs pour les entreprises. Je comprends très bien, vous avez cité la Salesforce France Economy. Vous pouvez définir ce que vous appelez la Salesforce France Economy? Oui, alors la Salesforce Economy, c'est quoi? En fait, le cloud aujourd'hui, c'est un moteur de croissance qui favorise l'émergence de nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle ou les objets connectés. Et ces technologies-là, elles favorisent la création de revenus et d'emplois. Donc il y a un vrai cercle vertueux. On suit les estimations d'IDC, hein, IDC estime que Salesforce contribuera à la création d'emplois directs dans notre écosystème, hein, on va revenir sur ce point de clients partenaires, soit plus de 150 000 emplois d'ici 2024. D'accord ? Et en plus, avec la crise, en fait, ces estimations, elles risquent d'être réévaluées. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il va y avoir de plus en plus de tensions et de demandes de compétences sur la data, sur l'engagement client, sur le field service, sur l'e-commerce. Parce qu'il y a une croissance forte sur ces secteurs-là. Donc, ces domaines-là, qui sont en accélération liés à la crise, hein, ça va ajouter à la pénurie de compétences. Donc voilà. Et notre écosystème, il est composé d'une multitude d'acteurs hein, qui ont tous un rôle clé dans cette fameuse économie. Hein. Voilà, on a les cabinets de conseil, on a les partenaires intégrateurs, on a les éditeurs indépendants.
les développeurs, les communautés de Trailblazers, c'est tous les individus qui utilisent Salesforce pour innover. Donc voilà, en France aujourd'hui, on a 48 000 Trailblazers. On les appelle les Trailblazers sur LinkedIn. On a 48 000 Trailblazers. Et alors en parallèle, si on regarde j'ai cité un site d'emploi mondial, Indeed. Aujourd'hui, si on regarde sur Indeed, il y a 1790 offres d'emploi en France avec le mot-clé, on va dire le mot-clé Salesforce. Donc il y a plein d'entreprises qui cherchent des compétences Salesforce. Donc on a bien un devoir finalement de former ces Trailblazers qui du coup vont pouvoir enrichir leur carrière et leur entreprise. Et quand on parle de métiers directs, juste pour en citer quelques-uns, il y a beaucoup, les métiers de notre écosystème, ils sont nombreux. Il n'y a pas que des développeurs dans la tech. Il n'y a pas que ça. Il y a des consultants fonctionnels, il y a des administrateurs CRM, il y a des chefs de projet, il y a des Scrum Masters. Donc vous en avez parlé de ce référentiel. Il y a énormément de métiers et donc énormément d'opportunités d'emploi. Et c'est à la fois chez des entreprises clientes de toute taille, ou chez des startups, à nouveau chez des partenaires, en freelance. Donc voilà. Alors effectivement, on y arrive. Vous avez parlé à l'introduction de de cette initiative Salesforce Talent France. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc j'ai la chance et l'honneur de pouvoir diriger cette initiative. Cette année, en fait, on a un axe, on a un plan. Je prends le plan stratégique de Salesforce France. On appelle ça le V2MOM. Certains connaissent peut-être. C'est vision, valeur, méthode, obstacle et métriques. C'est notre plan stratégique. Donc dans le plan stratégique de la France, on a un axe qui est dédié au développement de l'écosystème de nos talents. Et la vision, elle est très simple. C'est dire que en collaborant avec notre écosystème étendu, donc avec nos partenaires, avec nos clients, avec des startups, avec des écoles, avec des institutions de formation, avec des organisations à but non lucratif, avec des communautés. Donc voilà, avec tout cet écosystème étendu, eh bien, on co-développe, on co-investit pour créer des programmes évolutifs, créatifs, j'espère, pour former des trailblazers et du coup alimenter ce besoin en talent dont a besoin notre écosystème, et puis également pour construire cette plateforme de changement social. Donc voilà, on a toute une équipe qui travaille de manière transverse et qui finalement, on a défini ensemble les six axes. On a 6 thèmes sur lesquels on travaille. Alors, le premier axe, alors je vais peut-être pas tous les détailler, mais certains, j'ai envie d'en parler de certains. Un des premiers axes, et c'est important, c'est le Dream Job, celui qu'on appelle le Dream Job. L'idée, c'est quoi? C'est de faire connaître les métiers de l'écosystème et de créer des vocations. Parce qu'effectivement, ça veut dire quoi travailler dans la tech? Ça ne veut pas dire être à nouveau. Il y a plein de possibilités au sein de la tech. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, quels sont les métiers, de faire parler les talents de notre écosystème et du coup, d'attirer vers nous toutes ces personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Donc ça, c'est un axe important. Il y en a un autre qui est important parce que tous ces emplois qui se créent, ils se créent en grande partie chez nos clients qui donc utilisent notre technologie pour accomplir cette fameuse transformation digitale. Et pour ce faire, il faut finalement que nos clients prennent conscience qu'ils doivent former leurs collaborateurs, qu'ils doivent mettre en place dans l'entreprise des programmes de formation et leur fournir les ressources et découvrir tous les programmes qui existent. Donc ça, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Bien sûr, on a aussi un axe qui est extrêmement clé, c'est celui des écoles et des étudiants.
Voilà, ça commence le plus tôt possible et on essaye de commencer avec nos stagiaires de troisième, mais ensuite avec les écoles, hein, comment former toujours plus d'étudiants aux compétences de demain et voilà comment leur permettre d'être sensibilisés à nouveau à la découverte de cet écosystème du CRM et de la digitalisation. Et puis, on en a parlé, c'est un fil rouge, hein, d'être inclusif et de pouvoir du coup proposer des parcours qui vont s'adresser à des personnes plus fragiles, à des personnes plus éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est également un axe très important. Et on sait que pour réussir dans ce programme et pour aider donc toutes les entreprises qui sont aujourd'hui ralenties par ce manque de compétences, on sait qu'on a besoin de passer à l'échelle. Hein, les chiffres sont importants avec des partenaires donc stratégiques. Et puis voilà, on a besoin d'amplifier ce programme. Et donc je pense que c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. Véronique, rapidement mais concrètement, vous avez parlé de programme, d'initiative. Pouvez-vous nous dire ou préciser comment est-ce que vous opérez? Ouais. Alors, on opère de plusieurs façons. La première chose, c'est qu'on opère avec nos outils. Et donc là, ce qu'on propose à tout le monde, c'est Trailhead en fait. Trailhead, c'est quoi? C'est notre plateforme. Hein, c'est une plateforme qui permet à toutes et à tous, hein, finalement, d'accélérer sa carrière en se formant et en approfondissant ses compétences sur Salesforce. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite, qui est accessible, hein, qui est ludique, qui permet finalement, à travers des parcours, des modules, d'acquérir des badges et petit à petit de développer un apprentissage avec en plus des mises en situation, des challenges, des quiz, etc. Donc ça, c'est un premier axe. Ensuite, on s'associe à des partenaires de formation. Donc, on travaille avec notamment 2 organismes de formation agréés, avec EI Institut et avec ISDI, qui forment chaque année, jusqu'à avec les ambitions de former 1000 stagiaires par an, qui forment des stagiaires à nos technologies, à nos compétences. On travaille aussi avec Open Classroom, avec qui on a mis en place un partenariat depuis juin dernier sur un diplôme de développeur Salesforce, un diplôme qui est reconnu, Bac+3, un diplôme qui est 100% en ligne, sur un programme qui dure 12 à 24 mois avec du temps plein ou de l'alternance et qui permet vraiment de couvrir les compétences de configuration de la plateforme, développement en Java, développement aussi sur nos langages spécifiques que sont l'Apex et Visualforce. Voilà, donc c'est des programmes qui sont à la fois en plus proposés à tout à chacun, donc tout à chacun en souhaitant se former ou se reconvertir, ou également aux entreprises qui souhaiteraient ainsi recruter des profils. Et là, cette année, Open Classroom a aussi lancé une nouvelle offre pour faire monter en compétences des personnes sur un parcours de 2 à 8 mois. Donc voilà. On travaille aussi avec devenez.fr by Fitech, avec le Fitech, qui là propose des formations extrêmement métiers et qui s'adressent aux demandeurs d'emploi. Et donc là, ils forment des consultants, des développeurs qui sont formés, certifiés et ils ont des taux de retour à l'emploi qui atteignent 98%, qui sont extrêmement élevés. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe. Et puis le troisième et le dernier, c'est quand on co-crée des programmes avec des acteurs locaux. Alors tout à l'heure, je vous parlais de vocation. Là, on est en train de créer une initiative qu'on aime bien. C'est celle d'une campagne de clips vidéo qui vont être relayés sur BFM Business à partir d'octobre. Et l'enjeu, il est très simple, c'est de demander à 14 talents de raconter leur job.
et donc ainsi d'expliquer leur quotidien, leur mission et de créer des vocations. Et cette campagne, on l'a fait en plus avec tout notre écosystème, parce qu'il y a des talents chez nos clients, chez nos partenaires, chez nos éditeurs, en freelance. Donc voilà, c'est un chouette projet dont vous entendrez parler. On a aussi des partenariats avec des universités. Alors je peux en citer un avec l'ESTI, une école d'ingénieurs qui forme des étudiants au métier de consultant Salesforce. Ensuite, on a des initiatives institutionnelles puisqu'on est partenaire de Paris Code depuis 5 ans. C'est un programme de la ville qui est porté par la mairie de Paris pour former 1000 personnes par an sur les compétences numériques. Et donc, depuis le début, on est partenaire. On a plus d'une 60aine de personnes qui ont été formées. Et donc, cette année, pour la 5e année avec Paris Code 5, on a une promotion conjointe avec Social Builder, et donc je fais un petit coucou à Emmanuel, pour former 20 femmes de plus de 45 ans sur le référentiel développeur Salesforce. Voilà, et ça fait 4 ans en fait qu'on travaille avec Social Builder pour que des promotions de femmes rejoignent la tech. Je me rappelle encore nos premières soirées de coaching. C'était en 2017 quand même, et depuis tous les ans on a des promotions de femmes qui rejoignent notre écosystème. Et puis peut-être 2 derniers points, on soutient aussi des associations, donc à travers des donations, on a soutenu des associations dans le domaine de l'éducation et de la formation, avec Entreprises pour la Cité, avec Simplon pour la reconversion des publics moins favorisés, et puis Social Builder. Et puis dernière initiative là qui est toute nouvelle aussi pour nous, c'est l'initiative IBM Pitech, où le principe de Pitech, c'est de former des élèves dès la seconde en lycée professionnel jusqu'au bac, et puis vers un diplôme BTS, bac plus 2, et donc de les accompagner pendant 5 ans. Et donc là, depuis la rentrée, on accompagne 24 élèves de la classe du lycée Gustave Ferrier. Ils sont en bac pro système numérique aujourd'hui, et on va les amener vers leur BTS services informatiques. Donc voilà, donc je crois que en conclusion, les raisons de se reconvertir dans le numérique, elles sont nombreuses. Alors je crois que la reconversion passe, pour se reconvertir avec succès, il faut passer par un certain nombre d'étapes clés, et bien entendu l'acquisition d'une palette de compétences via tous ces programmes que l'on vient de voir. Mais je crois aussi personnellement que échanger avec des personnes qui exercent le métier que vous avez en tête, c'est un critère important de succès aussi. Et donc j'espère que cette conférence aujourd'hui, puis celle de la semaine prochaine, nous permettra d'avancer dans ces échanges. Merci Véronique, très très intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est, pour illustrer concrètement vos propos, c'est 2 témoignages vidéo de personnes qui ont fait une reconversion complète et réussie dans le numérique. Alors, ce sont 2 vidéos parce que ces 2 personnes n'ont pu effectivement participer. Il s'agit tout d'abord d'Elvina Fesneau, qui a obtenu un doctorat en histoire économique, sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne avant de se reconvertir au numérique. Je vous propose de regarder son témoignage. Bonjour, je m'appelle Elvina Fesneau. Je donne des formations, plus précisément sur la transformation digitale. J'ai toujours été passionnée par les expressions de besoin des clients. C'est un peu comme en voile, en fait, c'est comprendre vraiment le besoin à 360. Et en voile, en fait, c'est important pour avancer de connaître le sens du vent, bien évidemment, mais aussi le sens des marées. Donc c'est tout un contexte pour pouvoir avancer et pour arriver à destination pour que le bateau avance bien et que le client soit satisfait à 100%. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. La période de confinement nous a bien prouvé que le numérique était essentiel, et ce, dans tous les domaines. Vous l'avez pu constater comme moi. Donc ça, c'était très très important de se former dans le numérique. Et puis ensuite, je voulais justement comprendre comment fonctionne cet outil et avoir une vision globale à 360. J'ai travaillé pendant 2 ans au sein du service client, mais côté métier, et du coup je donnais des formations notamment sur Salesforce.
Mais ce qui me manquait, c'est le côté technique. Le côté technique de la solution, à savoir derrière l'outil, la machine, comment tout ça fonctionne. Et certains obstacles sont venus se confronter dans ma tête, et j'en citerai 3. Le premier obstacle, il faut savoir que le monde du numérique, c'est un univers essentiellement masculin. Pour citer juste un seul chiffre, il faut savoir qu'à peine 20% des femmes travaillent dans le numérique, ce qui est très peu. Le deuxième obstacle, je n'étais pas issue d'une école d'ingénieur, donc deuxième problématique. Et puis le troisième, c'est que j'avais jamais codé de ma vie. Donc ces 3 choses me disaient, est-ce que finalement c'est envisageable? Et après, c'est comme quand on part en randonnée, on prend des bonnes chaussures, un bon sac à dos, un bon bâton pour avancer quand les pentes sont un peu plus oppressantes. Et c'est d'y aller. Se dire que voilà, je prends mon courage à 2 mains et je me lance. Tout d'abord, je voulais me former sur Salesforce. Il restait à savoir quel organisme de formation choisir. Et j'ai trouvé un formidable organisme de formation qui s'appelle Social Builder. Pourquoi c'était un très bon organisme de formation? Parce que c'est une formation, un organisme qui correspond pleinement à mes valeurs. Mes valeurs, puisque cet organisme Social Builder prône l'égalité homme-femme dans le numérique. Et ça, c'est très important. Je me suis retrouvée du coup avec une vingtaine d'autres apprenantes, d'univers complètement différents, de parcours professionnels très très différents. Donc ça a été très très riche. Et ça a été un formidable réseau d'entraide. C'est un peu pour reprendre la métaphore de la voile, quand on fait des quarts de nuit c'est quoi? C'est en fait quand on est en pleine mer, il fait nuit, et en fait à chacun son tour, on prend le relais pour prendre la barre et arriver à bon port. Et bien c'était exactement ça, parce que dans cette formation, parfois certaines étaient un peu plus démotivées, donc d'autres prenaient le relais, et ainsi de suite, pour justement arriver à destination, puisque donc j'ai obtenu 3 certifications Salesforce. Après cette formation, donc j'ai réalisé une mission côté IT, côté Salesforce IT, ce qui m'a permis de donner du coup des formations et d'accompagner les clients sur l'outil et sur la mise en place de Salesforce. Je vais citer Confucius, qui va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Confucius dit la chose suivante. Choisissez un métier qui vous plaît et aucune heure de votre vie vous n'aurez à travailler. Voilà, c'est exactement ça. C'est choisir un métier qui me plaît avant tout. Les conseils que je donnerais à une femme, c'est d'y aller. Allez-y, formez-vous au numérique. C'est très important, je crois beaucoup à une culture tech plus féminine, plus humaine. L'humain est très très important finalement, on s'aperçoit que c'est les personnes avec qui on travaille qui font avant tout le projet ou l'aboutissement d'un projet pour aller jusqu'au bout. Et du coup, j'envisage pleinement en fait que les femmes puissent se former de plus en plus dans le numérique parce que c'est très important. Ne doutez pas de vous, surtout allez-y, ayez confiance en vous. Il y a une femme en fait qui est écrivaine voyageuse, qui a voyagé au début du XXe siècle, donc vous imaginez bien à cette époque peu de femmes voyageaient. Et elle s'appelle Ella Maillard et elle disait la chose suivante. L'impossible recule devant celui qui avance. Merci Elvina, un très intéressant témoignage. Néanmoins, nous avons un second témoignage tout aussi intéressant qui est celui de Marianne Darros. Marianne Darros qui occupait des fonctions marketing dans un autre secteur
franchement différent et qui cherchait un second souffle qu'elle a trouvé au travers, elle aussi, d'une formation dans le numérique. Mais elle va vous expliquer tout ça au travers de cette petite vidéo. Marianne, à vous donc. Je suis Marianne Darros, j'ai 54 ans et j'occupe aujourd'hui un poste de consultante fonctionnelle dans une société de conseil informatique qui est partenaire Salesforce. Auparavant, en fait, j'ai occupé un métier très différent pendant une quinzaine d'années puisque j'étais dans le marketing. J'ai fait une bonne première partie de carrière dans le marketing et je me suis reconvertie au numérique assez récemment, il y a environ 2 ans. En fait, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'après une première partie de parcours d'une quinzaine d'années dans le marketing, dans de grandes entreprises multinationales, en fait, j'avais décidé de reprendre mon indépendance et du coup, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que consultante indépendante. Et puis, j'ai repris des études, je me suis expatriée à l'étranger. Et donc, quand je suis revenue en France, j'ai voulu reprendre une activité salariée pour des raisons de stabilité financière. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Alors, c'était très compliqué, pourquoi? Parce que j'avais passé 40 ans, donc j'étais considérée comme senior. Ensuite, j'étais pas du tout digital native et j'étais assez peu formée au numérique. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais complètement en dehors du marché et que les gens m'attendaient pas et que c'était très compliqué pour moi de revenir sur le marché. En fait, en analysant mes handicaps, en fait, sur le marché de l'emploi, je me suis rendu compte que j'étais trop vieille, on va dire, un bon senior, et ça, je pouvais pas y faire grand-chose, mais que en revanche, les compétences qui me manquaient au niveau numérique, je pouvais les acquérir. Et du coup, le numérique, c'était une vraie opportunité parce que, je me rendais bien compte que c'était un secteur qui était en tension, un secteur porteur, et que en plus, accessoirement, on demandait des femmes dans ce secteur, donc possibilité de discrimination positive, donc un petit peu par opportunisme aussi, mais j'avais quand même clairement besoin de retrouver un job. Donc le numérique, c'était vraiment la voie idéale, je dirais. Alors, pour trouver la bonne formation dans le numérique, d'abord, j'ai raisonné un peu en termes de secteur, puisque moi, j'étais une professionnelle du marketing, donc je me suis dit, il faut que j'acquière des compétences en marketing numérique. Donc, du coup, je me suis un peu renseignée sur Internet, comme tout le monde, et je suis tombée sur les cours du CNAM. Donc, j'ai fait une formation au CNAM de marketing numérique. Mais je me suis rendu compte que ça suffisait pas, parce que pourquoi tout le monde faisait des formations de marketing numérique. Donc du coup, je me retrouvais en concurrence avec des personnes qui avaient 25-30 ans. Je suis allée voir ma conseillère Pôle emploi pour essayer de trouver, mais surtout de me faire financer une formation. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de la formation Social Builder en partenariat avec Salesforce pour la reconversion des femmes dans le numérique. D'abord, j'ai été séduite par le contenu, parce que le contenu, c'était un contenu qui était à la fois technique et certifiant, puisqu'il donnait accès à 2 certifications Salesforce, mais il y avait également tout un package autour. Donc, dans le package, il y avait d'abord un véritable vernis informatique et de culture numérique, donc avec des after-work, des ateliers, etc. Il y avait une immersion vraiment dans l'écosystème Salesforce avec à la fois accès au réseau, à des after-work encore, à des rencontres entreprises, il y avait du mentorat, il y avait vraiment tout un tas de soft skills, de hard skills, donc de compétences qui étaient vraiment séduisants et pour lesquelles je n'ai pas été déçue. Le monde des informaticiens, tel que je l'ai découvert au cours de cette formation, au début, c'est vraiment un autre monde. On a vraiment l'impression de débarquer sur Mars, surtout quand on parle avec des développeurs. C'est-à-dire que quand la première partie de la formation, qui est de l'administration, c'est un petit peu technique, faut se mettre dans l'application, mais on va dire, en tout cas pour moi, c'était logique, ça allait.
Quand il s'agit de commencer les cours de développement, donc avec une partie vraiment codage, alors là vraiment, je crois que sur la promo, on était une vingtaine, il devait y en avoir une qui comprenait parce qu'elle avait une formation d'ingénieur, mais alors sinon c'était quand même c'était pas gagné, quoi. Je vois l'avenir beaucoup plus sereinement. J'étais dans une impasse, dans le marketing à plus de 50 ans, c'était quand même assez compliqué. Aujourd'hui, je suis dans le numérique. Le numérique, c'est un secteur qui a le vent en poupe, qui est porteur, qui est en tension. Maintenant, je reste quand même vigilante. Parce que l'expérience m'a appris que rien n'était jamais acquis et que quand on est en reconversion, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas parce qu'on fait la formation qui va bien que le poste qui va bien va arriver en cognant à notre porte. C'est pas vrai. Il faut être tenace quand on cherche un job. Il faut vraiment jouer sur tous les tableaux, à la fois les compétences, à la fois le réseau, cogner à toutes les portes, montrer qu'on est motivé, qu'on en veut. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut se reconvertir dans le numérique, c'est surtout de ne pas hésiter d'y aller. Pourquoi ? Parce que le numérique aujourd'hui, c'est plus une option, c'est une nécessité, c'est un prérequis. Si on n'est pas formé dans le numérique, on est complètement en dehors du marché, donc il faut vraiment pas hésiter. Et puis surtout, faut pas croire qu'une fois qu'on aura refait cette formation dans le numérique, c'est bon, on sera tranquille là pendant 5 ans, 10 ans, c'est pas vrai. Il faut tout le temps rester à l'affût des nouvelles nouveautés, des nouveaux métiers qui arrivent. Il est clair que aujourd'hui, on fera pas le même métier que demain. Enfin, demain, on fera pas le même métier qu'aujourd'hui. Donc, il faut toujours être en position de se reformer, se transformer, évoluer pour être agile. Et c'est à cette condition-là qu'on restera dans le marché et qu'on aura un job. Merci Marianne. Deux témoignages très très intéressants, vraiment différents, avec deux parcours différents. Et c'est vrai qu'au travers de ces témoignages et des propos de Véronique, nous voyons donc toute la problématique de la reconversion. Ce n'est pas uniquement se reconvertir, mais aussi quitter un monde, s'adapter à un autre, y adopter les codes, y adopter la culture, influer aussi sur cette culture. Les contraintes sont multiples, mais le résultat et surtout les opportunités sont souvent sont visiblement positives. Bonjour Emmanuelle Larocque, je sais que vous nous avez rejoint à cette conférence. Vous êtes la fondatrice de Social Builder qui propose des formations au numérique. Comment est-ce que vous réagissez face à ces témoignages et aux propos de Véronique Marimont, et comment les actions multiples de Social Builder permettent d'y apporter des réponses? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation du G9+. C'est toujours des échanges passionnants. Je salue Véronique. On se connaît de longue date puisqu'on est partenaire Salesforce et Salesforce est partenaire de Social Builder et de son évolution. Je voudrais juste dire à quel point les témoignages qui ont été là présentés, avec bien sûr un angle féminin qui nous intéresse plus particulièrement chez Social Builder, mais sont dans le vrai du sujet. Voilà, tout ce qui est l'enjeu de la reconversion, c'est l'enjeu de l'identification, la capacité à se projeter dans un univers et dans l'inconnu, surtout quand on arrive dans un univers du numérique qui est très codifié, qui est au final avec un langage, avec des technologies qui peuvent, dans une première approche, laisser penser qu'on ne sera pas capable d'y pivoter. Donc, j'ai trouvé vraiment les témoignages passionnants et pourtant, j'en ai au quotidien. Alors, du coup, je voulais parler de la reconversion de manière générale parce que si la question de la table ronde, c'était est-ce que la reconversion est le Graal face à la pénurie de compétences, nous, on travaille sur ces sujets depuis 10 ans. Donc, je vais vous dire que oui, en fait, aujourd'hui, pour nous, pour Social Builder, la reconversion professionnelle, c'est l'enjeu au final face à l'urgence du besoin du marché. Donc, juste pour rappeler qui on est, nous sommes une entreprise sociale qui construisons un numérique inclusif et on le fait de deux manières et en concomitance.
On travaille à engager et à former les femmes sur les nouvelles compétences et notamment ces compétences numériques dont elles auront besoin pour s'insérer pleinement dans l'économie. Et par ailleurs, on travaille avec les entreprises main dans la main, comme on le fait avec Salesforce, pour les accompagner justement sur toute une culture de l'inclusion. Et Salesforce est un exemple sur vraiment la promotion de la diversité et de l'inclusion. Aujourd'hui, Social Builder, c'est 40 000 femmes qui ont été accompagnées dans le numérique. Quand on parlait créer des vocations, c'est vraiment ce à quoi on doit travailler de manière intensive et tout l'écosystème doit s'y mettre. Et on a reconverti aujourd'hui en 4 ans 500 femmes vraiment dans les métiers techniques numériques assez variés. Donc je vais parler de la reconversion en termes de aujourd'hui au final quels sont ces freins. La pénurie de compétences, c'est quand même quelque chose encore assez nouveau, c'est un phénomène assez actuel. Et au final, il faut quand même le dire, le système de la formation des grandes écoles aujourd'hui n'arrive pas à apporter une réponse adaptée. Déjà parce que les métiers de l'ingénierie attirent moins les jeunes hommes, les garçons, mais n'attirent toujours pas les filles. Et ces formations qui sont très solides, extrêmement adaptées aux besoins de flexibilité et de compétences pointues et des grands corps de nos entreprises et de leurs besoins, au final, elles sont aujourd'hui trop longues et pas forcément encore adaptées à certains nouveaux emplois, à certains nouveaux jobs qui ne nécessitent pas des fondamentaux aussi solides que ceux proposés par les écoles d'ingénieurs. Donc, il y a un challenge qui s'opère sur la question a-t-on besoin aujourd'hui dans le numérique que des diplômés des grandes écoles d'ingénieurs? C'est un sujet encore un petit peu tabou, mais c'est un sujet d'actualité, je pense. Un deuxième sujet face à la pénurie de compétences, c'est qu'aujourd'hui, 85% des emplois qui existeront dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, la mutation profonde du contour de nos emplois est tellement rapide qu'on a besoin d'autres systèmes pour s'y adapter. Et par ailleurs, ce qu'il faut quand même distinguer, et je pense que les vidéos le reflètent bien, c'est que on a une mobilité accélérée des carrières qui vont se faire vraiment en pointillé avec des actifs qui vont changer régulièrement de métier. C'est quelque chose qu'on voit arriver, mais qui va se généraliser. Et face à ce besoin besoin de réponse face aux besoins de réorientation et de réadaptation aux compétences, du coup, sont apparus des nouveaux acteurs et il y a une accélération depuis 3 ans qui sont ces fameuses écoles digitales, donc une multiplication d'écoles digitales qui font une promesse aux entreprises, c'est d'être capable de former sur à peu près toutes les compétences de base et tous les métiers dont a parlé notamment Véronique, et l'ensemble des métiers, non seulement du logiciel, mais aussi du hardware, en 400 heures des professionnels performants. Et en fait, ces organisations, elles le font pas sur l'ensemble du métier, mais elles le font sur les compétences socles qui permettront après d'accéder à des formations, notamment en apprentissage, dans les entreprises sur 1 an, 2 ans, pour former des professionnels efficaces et qui répondent à des nouveaux besoins métiers. Donc l'arrivée des écoles digitales, je pense, a été une vraie réponse. Et elle a été accélérée par les millions qui ont été injectés par l'État, notamment depuis le plan d'investissement compétences qui a été lancé par Muriel Pénicaud et qui est en cours de reprise par Elisabeth Borne. Et ça, c'est un facteur quand même, une chance incroyable d'avoir un État qui investit autant et qui soutient les entreprises dans leur mutation et l'économie dans leur mutation. Avec l'arrivée notamment de la grande école du numérique. Et je la cite parce qu'aujourd'hui, elle a déployé une force d'adaptation notamment des écoles et des écoles numériques et a multiplié l'apparition des écoles numériques. Aujourd'hui, la grande école numérique, qui est un organe de labellisation et qui encourage dans les territoires l'émergence de solutions, elle a labellisé 600 nouvelles formations numériques. Et c'est des formations qui s'adressent à des publics, notamment, je dirais un peu les oubliés du numérique, c'est-à-dire des publics dont parlait aussi Véronique,
qui sont des publics du coup peu qualifiés, peu diplômés, de tous âges, de tous origines, de tout background, et qui à un moment essayent de rentrer par la petite porte souvent dans le numérique et qui ont besoin d'être accompagnés vraiment de manière assez intensive pour rentrer dans les bons réseaux, identifier des formations qui les prendront en fait là où ils sont, c'est-à-dire souvent avec une faible connaissance de l'univers et même des métiers, pour les accompagner jusqu'à la porte de l'entreprise avec des compétences soft qui leur permettront vraiment de rattraper le train. Et aujourd'hui, la Grande École du Numérique, c'est une capacité de production de 10 000 compétences par an. Voilà. Et ça, ça représente, face aux 80 000 emplois ouverts aujourd'hui, ça représente une solution vraiment importante de la reconversion, sachant que le gouvernement, dans le plan de relance, souhaite multiplier par 4 cette capacité de production de compétences. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une économie qui va favoriser et qui va soutenir la reconversion comme étant la clé en fait de la réponse à la tension sur le marché de l'emploi. Mais ce pari ne pourrait être ne pourrait être gagné non pas que par la production des compétences, mais aussi par l'adaptation de l'écosystème. Aujourd'hui, il y a un sujet clé qui doit être adressé, c'est la connaissance des métiers. Il y a une pénurie réellement et un défaut de connaissance qui est lié vraiment à l'accélération de l'apparition de ces nouveaux métiers. Et on a besoin vraiment de travailler main dans la main pour créer des vocations et pas dans des actions un peu unitaires. Il faut que l'ensemble des entreprises interpellent leur fédération professionnelle pour expliquer comment leurs métiers, dans leur spécificité sectorielle, sont en train d'évoluer et de se transformer avec le numérique. Et ça, c'est un sujet qui est qui est la base, parce qu'on pourra avoir autant de formations possibles. Si jamais on n'a pas des gens qui tapent à la porte en face, ce sera en fait au final beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose. Ensuite, un autre facteur qui est clé, et là j'interpelle vraiment réellement les entreprises, c'est que les critères et les habitudes de recrutement n'ont pas changé. Voilà, on a aujourd'hui encore des critères sur le diplôme et le diplôme d'ingénieur. Et malheureusement, on ralentit fortement la capacité de donner de la chance à du coup tout ce bataillon de nouveaux professionnels avec des nouveaux backgrounds, avec des formations beaucoup plus orientées, très opérationnelles, qui arrivent sur le marché et qui ont besoin d'un accompagnement dans l'entreprise pour être pleinement bien sûr efficace, mais je dirais comme tout jeune diplômé, mais qui aujourd'hui ont du mal encore à être totalement pris au sérieux. Et je pense que il y a dans les vidéos qu'on vient voir, on sent un petit peu quand même, c'est la formation ne suffit pas. En fait, il faut vraiment une main tendue du côté de l'entreprise. Et le sujet et le troisième axe qui pour moi est essentiel pour réussir ce pari, c'est vraiment l'intégration des femmes. Donc, je le dis pleinement et entier, il y a des intentions, il y a une demande forte de la part de l'entreprise de la mixité. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que on n'a pas encore agi réellement des plans d'action. On va pouvoir engager les femmes dans l'organisation. Ce qu'on disait et qu'on va répéter, c'est qu'il y avait à peu près 34% de femmes dans les métiers techniques dans les années 80. Il y en a 16% aujourd'hui. Je ne parle pas du numérique en général, je parle des métiers techniques. Ce recul, ce ralentissement, il est à peu près unique en Europe et il reflète bien le retard que nous avons pris sur la capacité d'absorber et d'intégrer l'ensemble des compétences et du vivier possible sur nos métiers. Aujourd'hui, on prend un retard économique aussi parce qu'on n'exploite pas ces talents disponibles. Bien sûr, la majorité des diplômés du supérieur aujourd'hui sont des femmes, elles sont 60% aujourd'hui, mais même sur le marché, on est à équité de femmes qui recherchent et qui ont des envies de trouver des nouveaux jobs. Donc ça, c'est un sujet important. Donc je vais revenir sur quand même ce qui me paraît essentiel de traiter. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à intégrer les femmes dans le numérique? Il y a des facteurs qui sont de manière unitaire, qui semblent peu importants, mais de manière cumulée, créent des vraies barrières à l'entrée. Le premier facteur, c'est la question de la visibilité. Les femmes, dans leur diversité de métiers dans le numérique, ne sont toujours pas sur les panels d'expertise, ne sont toujours pas visibles dans les magazines spécialisés. On en parle beaucoup, mais on les voit peu.
Et l'ensemble, quand même, des scandales qui apparaissent sur comment dans les numériques, certaines situations vont créer des crispations autour de l'égalité professionnelle, un certain nombre de scandales, ne permettent pas vraiment d'être cohérents sur venez, vous allez être bien dans le numérique. Ce sujet de la visibilité, il doit quand même être adressé à un moment. Le deuxième facteur, c'est qu'on observe que les écoles qui prônent l'inclusion ont quand même encore, malgré des formations qui semblent s'adresser à tout à chacun et tout à chacune, des prérequis techniques qui freinent les femmes simplement parce qu'elles n'ont pas fait des BTS techniques ou qu'elles n'ont pas fait des formations initiales ou elles n'ont pas évolué dans des univers technologiques. Donc ça, je le précise parce que c'est un vrai facteur discriminant, je dirais, pour les femmes. Deux autres derniers facteurs, parce que je vois que l'heure tourne. Il y a un facteur qui est un facteur de l'âge, et je pense que là, un des témoignages était fondamental. Entreprise, vous recruterez des 25-35 ans. Les femmes se reconvertissent entre 35 et 45 ans. Aujourd'hui, les femmes qui se reconvertissent en numérique ne sont pas reçues en entretien en raison de leur âge, pour tout un tas de facteurs qui peuvent s'entendre, mais c'est une réelle barrière à l'entrée avec des femmes très motivées qui souvent apportent d'autres compétences, notamment managériales. Et la dernière difficulté, et il faudra traiter ce sujet, c'est que les financements à la reconversion sont orientés vers des publics non qualifiés et les femmes sont plus diplômées en France. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, mais disons que un dernier sujet qu'il faudrait aborder, mais je ne veux pas dépasser, c'est la question de la reconversion interne dans les entreprises. Et sur la question de la reconversion interne des entreprises, il y a des initiatives très très importantes aujourd'hui qui commencent à émerger, mais c'est un des freins aussi essentiels à l'apparition des femmes et des femmes qualifiées dans le numérique. D'abord, je remercie tous les panélistes effectivement qui ont participé à cette première session. Mais tous ces sujets-là, effectivement, seront abordés la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine nous avons une deuxième session, qui est la continuité de ce premier. Alors, j'aime pas le terme webinaire, mais en tout cas de cette première conférence. Et il y a des sujets effectivement qu'on abordera tels que Emmanuel les a effectivement donnés. Il y en a un autre, moi, par exemple, qui m'interpelle. On parle tout le temps effectivement de la reconversion de personnes qui finalement sont intéressées par le numérique. Ma question, c'est comment effectivement on intéresse les gens au numérique dans des secteurs qui ne sont pas numériques en tant que tels. Comment on fait venir, qui ne pensent pas naturellement à aller vers le numérique. Je sais que Pôle Emploi, aide à guider ces gens-là, mais ce n'est pas suffisant. Quelles sont les actions qui permettent de faire connaître le numérique dans l'industrie, dans le retail, dans différents domaines, de façon à attirer des gens qui naturellement n'y auraient pas été, hommes comme femmes. Donc, je vous retrouve donc la semaine prochaine de 11h à midi sur cette même, alors j'allais dire chaîne du G9+, mais en tout cas pour une deuxième session. Qui regroupera cette fois-ci un ensemble de panélistes. Alors, je vais simplement les rappeler rapidement avant de clôturer. Nous retrouverons pour une table ronde virtuelle, Marie Clarousse, qui est directrice de l'école by Capgemini, Emmanuel Larocque, qui nous fera en même temps le lien entre cette session et la prochaine session, Yves Poilane, qui est directeur général du pôle technologique du groupe Sionis, Michel Seban, qui est président du groupe Fitech, Karine Salovkos, qui est directrice de l'attractivité et de l'emploi de la ville de Paris, et Attila Zekeli, qui est vice-président entreprise business d'Open Classroom. Et puis, nous aurons le plaisir de conclure cette seconde session par Souma Malimbaum, président de la commission formation et reconversion du Syntec numérique, qui fera à peu près le même exercice qu'Emmanuel, c'est-à-dire une synthèse des propos de la table ronde et les mettre en relief par rapport aux actions que le Syntec numérique opère. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.